Son sillage en dit déjà long. 97 000 tonnes de fer, 328 mètres de long, l'équivalent d'un immeuble de 24 étages, se déplace au large de la Floride. Le George Washington est le plus grand navire de guerre du monde, avec à bord 6 000 marins. L'US Navy possède 12 porte-avions, 8 sont à propulsion nucléaire. Le George Washington est l'un de ceux-là. Sur le pont, pas de place pour les états d'âme. Toutes les 37 secondes, un avion à ponte. Toutes les 37 secondes, 2 avions peuvent décoller. Le ciel est à portée de main. 45 mètres suffisent pour s'envoler. Aujourd'hui, à la demande des Nations Unies, les armées des pays alliés collaborent de plus en plus. Dans la marine, les États-Unis et la France multiplient les échanges. Arnaud Damonville est français, pilote de l'aéronavale. À 33 ans, il a voulu changer d'air, voler ailleurs. Dans le cadre de ce programme d'échange, le voilà instructeur pour 2 ans à l'école de Meridian, aux États-Unis. Ici, il en a profité pour s'offrir la voiture de ses rêves. J'ai une famille avec une forte tradition militaire, parce que je dois être la, je sais pas, 15e ou 16e génération de militaires. Et il y a beaucoup de pilotes dans la famille, dont un de mes grands-pères qui était pilote pendant la guerre de 14 sur SPAD 13, et qui donc, je pense, a donné un peu des gènes avec des petites ailes tout le reste de la famille. Mon frère est pilote, mes oncles, certains sont pilotes, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui volent dans cette famille. Ce qui m'a amené à arriver ici, c'est l'envie de dépaysement, de voir autre chose, d'avoir une autre expérience. Ça permet d'apprendre la langue, ça permet de trouver une autre culture. Et puis ça permet de rester au contact des jeunes, ce qui permet de rester jeune soi-même. Le plus dur à vivre, c'est en fait, comment dire, le fonctionnement de la société américaine est différent. Nous, on a le Père Noël est une ordure et on peut rigoler des heures avec ça. Eux, ils ont leur film à eux, ils ont leur football américain, leur baseball. C'est un fonctionnement différent. Nous, on aime à se recevoir, à s'inviter à dîner. Eux, ils n'ont pas la culture du déjeuner ou du dîner assis. C'est-à-dire que moins de temps ils passent à se nourrir, plus de temps ils ont pour travailler, parce que c'est quand même des gros travailleurs. De l'autre côté de l'Atlantique, au large de Toulon, au-dessus de la Méditerranée. Tim Waschendorfer s'apprête à apponter, c'est-à-dire atterrir, sur le Foch. Lui aussi fait partie de ce programme d'échange. Il vient de Long Island. Pilote confirmé de l'US Navy, il a décidé de tout remettre en question, tout réapprendre et repasser ses qualifications d'appontage sur le Foch. Sur le porte-avions français, pour lui, tout est différent. Aujourd'hui, c'était un très bon vol. Assez court, mais vraiment très intense. C'était vraiment bien. C'est vrai que c'est nouveau pour moi de voler ici avec des pilotes français.
et des avions différents des nôtres. Les avions ici sont plus vieux et moins puissants, mais ça nous motive pour les poser à 110% de leur capacité. C'est un très bon challenge de voler ici. Il y a les avions, mais il y a aussi la piste, 2 fois plus courte que sur les porte-avions américains. Alors pour Tim, le débriefing n'est pas toujours tendre. Au bras 1, sur un porte-avions français, c'est pas forcément une mauvaise note, mais il y a un moment, ça commence à nous fatiguer. Ok. Donc il faut que tu ailles jusqu'au bout. Si tu n'es pas dans l'avion, entre le close et le pont, tu laisses faire. Okay, et ça fait plusieurs fois. Hein. Nous, on a la mémoire des noms. C'est pas un avion qu'on ramasse, c'est un pilote. Okay. Voilà. Jeg, c'était notre père. Les Américains, ils portent l'accent sur ce qui est bien, alors qu'en France et surtout dans l'aviation embarquée française, on met l'accent sur ce qui n'était pas bien, de telle manière à ce que les gens s'améliorent continuellement. Alors chez eux, ils s'améliorent, mais avec cet état d'esprit américain. C'est-à-dire que chez eux, ils parlent des bonnes choses et du reste. Chez nous, on parle des mauvaises choses et des mauvaises choses. Meridian, État du Mississippi. Cette petite ville abrite la plus grande école de pilotes de l'aéronavale du monde. Elle accueille jusqu'à 500 élèves, 90% sont américains, les autres viennent des pays alliés. Ici, Arnaud est instructeur, mais il va surtout encadrer un petit groupe de jeunes pilotes français, surnommés les bébés pilotes. Xavier, Florent, Nicolas et les autres n'ont jamais atterri sur un porte-avions. Arnaud est là pour les former et leur apprendre à poser leurs roues en douceur. Leur première expérience sera sur le George Washington. Pour se familiariser avec le vocabulaire, les cours sont en anglais. Ici, à Meridian, notre programme de formation est assez bien rodé, ce qui nous amène grosso modo à voler 250 à 300 heures dans 2 types d'avions différents, avant de pouvoir aller se poser sur un porte-avions. Nos élèves ont vraiment besoin de temps pour commencer à être à l'aise dans leur avion, de bien savoir ce qu'ils font, afin de pouvoir apponter la première fois en toute sécurité. En plus de l'école, nous avons ici un programme d'échange d'instructeurs avec plusieurs pays différents. Ils viennent ici avant tout comme des instructeurs, exactement comme s'ils étaient des pilotes américains. Ils ont tous beaucoup d'expérience en flottille et même en opération. Arnaud, lui, nous sert également de liaison entre les élèves français et votre marine nationale. La première fois où on essaie cette combinaison anti-jet, on est debout sur une table et on a 2 personnes en train de l'ajuster à notre taille, parce que c'est très important qu'elle soit vraiment bien ajustée. Et on se retrouve comme ça avec des personnes en train de s'occuper de nous et se dire mais ça y est, je fais partie, je vais bientôt jouer dans la cour des grands. On forme une dizaine de pilotes par an dans la marine de chasse. Donc faire une école pour 10 pilotes, ça serait quelque chose de très cher et de pas tellement envisageable. Donc en fait, on préfère les envoyer ici aux États-Unis, où tous leurs pilotes destinés à apponter passent par là également, qui leur permettent d'avoir un gros flux et de réduire les coûts. Donc la même chose que chez nous, pour les officiers d'appontage, les couleurs de l'avion en fonction de l'incidence. Okay. Donc c'est toujours pareil, rouge rapide, ambre à la vitesse et vert trop lent. Quand ils arrivent ici, ils ont été largement dégrossis ils savent piloter un avion. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peaufine leur instruction et on les amène jusqu'à l'appontage. C'est-à-dire qu'on investit une centaine d'heures de vol pour leur apprendre tous les rudiments du métier en général, à faire de la navigation, de l'assaut, du combat et apprendre à apponter. Ce qui n'est pas la finalité de l'école, mais c'est quand même le seul moyen d'aller sur un porte-avions, c'est d'apponter sainement. Et donc, c'est ce qu'on leur apprend ici. Right. Sur le train, il n'y a rien de particulier. Sur le train, à part qu'on est catapulté évidemment de mi-bec et tous les volets. À l'arrière, le cursus de formation est long et difficile. C'est très dense, on demande beaucoup de rendu. C'est-à-dire que comme ça coûte très cher en fait les heures d'avion de chasse, forcément il faut des gens qui apprennent vite et qui sont capables de rendre rapidement ce qu'ils ont appris. Donc forcément ça élimine pas mal les gens et ça leur met une bonne pression quand même. Sur le Foch, pour Tim, c'est le grand jour. Il doit maintenant décrocher sa qualification.
L'entraînement touche à sa fin, alors cette fois-ci, si la piste est un peu courte, les avions un peu moins puissants, tant pis, l'appontage doit être un sans faute. Chaque pilote rejoint son avion pour la série des catapultages. Toutes les minutes, un super étendard décolle. Alors pour ne pas brûler l'avion suivant, à chaque catapultage, un déflecteur de jet repousse les gaz chauds vers le haut. L'appontage, c'est quelque chose qui n'est jamais gagné d'avance. Imaginez que le pilote qui a été catapulté, déjà physiquement il reçoit une secousse violente, puisqu'il passe de 0 à 200 km/h en 45 mètres, donc c'est une accélération voisine de 5G. Et ensuite, lorsqu'il a fini sa mission et qu'il revient à proximité du porte-avions, il fait le vide sur tout ce qu'il vient de faire. Il baisse les yeux, il voit une boîte d'allumettes, il se dit bon maintenant, je change d'optique, je change d'idée, il faut apponter. C'est une remise en cause systématique. À chaque fois, à chaque appontage, le pilote doit se remettre en cause. Une seconde d'inattention, inévitablement, il va se retrouver à côté, rater les brins, faire ce qu'on appelle un bolter, c'est-à-dire se poser, repartir à pleine puissance, puis redécoller pour faire une nouvelle présentation. L'appontage, c'est un avion de 8 tonnes qui arrive à 250 km/h, qui passe à 3 mètres au-dessus de l'arrière du porte-avions, qui doit toucher sur un demi-cours de tennis en longueur, sur une largeur de 5 mètres, avec une précision de vitesse de 5 km/h. Donc vous comprenez bien que la discipline est particulièrement pointue et c'est une énorme charge de travail pour le pilote. L'appontage, en fait, c'est un petit peu comme un crash contrôlé, la manœuvre la plus délicate pour les pilotes. Ils doivent accrocher la crosse de l'avion à l'un des 4 brins d'arrêt situés sur la piste. Ils manœuvrent toujours plein gaz pour redécoller en cas d'échec. Sur la piste, Jean-Marie et Yann, les officiers d'appontage, sont un peu les anges gardiens de Tim et des autres pilotes. À bord, ils prennent le relais et décident jusqu'au dernier moment si l'avion peut se poser ou non. Oh, c'est mieux Tim quand même. Vous êtes transformé, toutes mes félicitations. Sur le pont, c'est la fête. Tim a réussi sa qualification, mais les examens ne sont pas terminés. Il reste le plus difficile, les appontages de nuit. Sur le Foch, il est aussi là pour partager son expérience et justifier l'intérêt de ces échanges franco-américains. Passer cette phase d'adaptation, là, il va commencer tout doucement à apporter sa culture, à nous dire tiens, vous faites ça comme ça, nous on fait plutôt ça comme ça pour telle raison. Et tout ça sans amener des changements radicaux chez nous, nous fait réfléchir, nous fait penser que tiens, finalement, il a peut-être raison sur ce point de détail. Donc c'est un apport considérable qu'il amène ici. Et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que notre pilote français qui est en échange en Amérique n'est pas là-bas pour changer la manière de faire de l'US Navy, qui est une machine colossale. Son rôle, c'est de s'inspirer de ce que font les Américains, sans leur voler les idées, mais du moins d'emmagasiner de la culture pour, une fois revenu en France, pouvoir la disperser autour de lui. Donc c'est surtout là l'intérêt de l'échange. Les examens terminés, Tim est de retour chez lui. Elena, sa femme et son fils Jonathan l'attendent à Brest, dans leur appartement, leur nouvelle vie. Ça fait un peu plus de 2 ans que nous sommes mariés et on a déjà dû déménager 3 fois. C'est intéressant de voyager, de rencontrer des gens nouveaux. On a des amis partout. C'est vraiment ce qu'il y a de plus sympa et d'intéressant pour nous deux. Et c'est bien pour notre bébé aussi.
Ça va en faire un grand voyageur. De toute façon, il va partout et il ne se plaint pas. Alors on a de la chance. Tu veux encore des haricots verts? Il y a des différences de culture, bien sûr, des trucs que je ne comprends pas. Mais le plus difficile, c'est d'être loin de chez nous. On voit très peu notre famille. C'est un peu dur, mais bon, c'est comme ça dans la marine. On voyage beaucoup. Je sais que je suis toujours américain, mais j'apprends le français et plus je passe du temps ici, mieux je comprends la mentalité des gens, leur façon de penser. C'est rigolo d'ailleurs. Au boulot, on a des discussions intenses. Ils ont leur point de vue et moi les miens. C'est des sujets importants d'ailleurs, comme l'avortement ou le rôle de l'État. Mais bon, c'est marrant de discuter. Et puis découvrir que finalement leur façon de faire, pourquoi pas? Finalement, on a toujours à apprendre des autres. Et toi, t'es pas d'accord? Je suis d'accord. Dans l'ensemble. Après 4 mois, Tim a déjà fait quelques progrès en français. En France, le plus dur, c'est quoi? La petite roue qui fait un cercle. Toujours, je pense, je ne suis pas sûr pourquoi, mais toujours il y a beaucoup de voitures qui arrivent et beaucoup de voitures qui presque font un accident. Et ça, pour moi, c'est le plus dur. Je suis arrivé, c'est complètement volontaire. Et pour moi, c'est un choix, c'est une opportunité. Et donc, je prends l'opportunité pour venir ici et pour expérimenter un différent type de vie. Mais aussi, c'est pour faire une meilleure personne dans le futur. Pour Arnaud, Aurore et leur fils aîné Flamme, aller à la messe le dimanche, c'est à chaque fois s'évader un peu. L'intégration se fait aussi petit à petit. Au début, on a eu un petit peu peur parce qu'on vivait dans un petit village breton qui n'avait rien à voir, qui était très sympa pour plein d'autres choses. Et puis là, tout d'un coup, on arrive dans un pays étranger. Il faut qu'on fasse son trou, il faut qu'on trouve des amis, qu'on apprenne à vivre différemment. En plus, c'est pas le coin le plus représentatif des États-Unis, peut-être. Donc, il faut arriver un petit peu à se débrouiller avec tout ça. C'est à la fois la campagne, alors ça, on connaissait, mais une campagne bien différente de chez nous. Alors, on s'habitue. Retour à l'école. Arnaud et ses élèves continuent leur entraînement. Ils sont là pour 18 mois. En fait, Xavier, Nicolas, Florent et leur petite équipe se connaissent déjà depuis longtemps. Âgés tous d'une vingtaine d'années, ils ont suivi ensemble leur première année de formation à l'école de Salon de Provence. Ici, pour eux, la vie continue comme avant, toujours en circuit fermé. Xavier, comme chacun d'entre eux, est un véritable passionné. L'entraînement est éprouvant, mais pour lui, pas question de laisser tomber. J'ai toujours voulu être pilote de chasse. Toute ma vie, en fait, était un peu axée là-dessus. Tous les soirs, quand je me couchais, je rêvais qu'une chose, c'était d'être sanglé sur un siège éjectable
Et c'est vrai, c'est vrai, hein, ça paraît un peu débile, mais je me suis dit un jour, je serai pilote de chasse. Vite fait, bien fait. Alors, l'aviation, tu l'apprends un peu au bar. C'est en discutant avec les copains. On est tous super intéressés par la façon dont vole l'avion, comment est-ce que notre avion est construit, comment est-ce qu'il vole, comment on peut en tirer le meilleur. Et le manche opposé. Mais comme il prend aussi beaucoup de lacets, et ben, l'avion part en vrille comme ça. Ouais, donc vraiment tout au pied, comme ça. Et puis un grand coup de pied quand il part. C'est ça, alors tu pars vertical, là tu as 0 speed. On fait les choses vraiment très très minutieusement, on avance pas à pas. Et c'est vrai que plus ça va, plus ça devient compliqué, plus ça devient complexe, plus ça devient dangereux. Mais plus aussi tu as d'expérience et donc si tu arrives à te détacher du lot, tu auras ta place sur un siège éjectable et ça n'a pas de prix. À Méridian, la logique est implacable. Ils passent leur temps la tête en l'air, mais doivent aussi savoir la sortir de l'eau. Pourquoi investir plusieurs millions de francs sur un pilote de chasse s'il n'est pas capable de garder son sang-froid dans l'eau ou au beau milieu d'une piscine? Dès leur arrivée, les élèves sont soumis à des tests de survie à répétition. C'est une étape très importante pour les pilotes, quel que soit leur type d'appareil. Ils doivent impérativement passer ce stage de survie en mer et quel que soit l'appareil sur lequel ils volent. De toute façon, s'ils ne réussissent pas ici, une fois en mer, ils n'auraient aucune chance de s'en sortir. Savoir se défaire de son parachute dans l'eau en toutes circonstances, savoir se dégager de l'habitacle d'un hélicoptère ou d'un avion après un crash, ils apprennent tout simplement à rester en vie. No matter which way, just on forward on hold, we're back on hold. Make sure your visor's down. I'll put the risers in your hand, palms up like that, okay? Sur les 6000 élèves qui passent par le stage chaque année, 10% d'entre eux ont besoin d'une attention particulière. Chaque jour, on s'occupe d'eux pendant au moins 1 heure. En fait, on en a un de chez vous ici en ce moment. Un élève français, un aviateur qui a un peu de difficulté avec la natation. Alors, on l'entraîne pour qu'il arrive à passer l'examen avant de monter dans nos avions à réaction. On essaye de se maîtriser le maximum. On sait qu'à côté de nous, il y a des plongeurs, il y a la sécurité qui est omniprésente, donc ça nous aide à ne pas paniquer. Mais on ressent, bon, bien sûr, une petite appréhension, mais on essaye d'être le plus calme possible pour pouvoir s'en sortir et pour que ce soit plus facile en carrière. Le porte-avions, pour moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout, c'est quelque chose qui est complètement dangereux. Quand tu vois les avions rouler, ils roulent vite. Il y a des appontages toutes les 30 secondes. Il y a du monde qui est un peu partout, ça grouille. C'est très précis, très codé quand tu sais où tu dois aller, mais quand tu vois ça de l'extérieur, c'est assez stupéfiant. Déjà, de toute façon, on va pas me laisser y aller si je suis pas prêt à y aller. Autre série d'entraînement. Cela ressemble à un avion, mais ce n'est pas un avion, c'est un simulateur de vol. La peur de l'accident est moins présente, mais la pression reste permanente. Tu vérifies bien au point 90 que tu as au moins 450 pieds et tu fais tout ton virage légèrement slow, entre on speed et slow. Okay? D'accord. One steady, bores out, hook down. Le simulateur, ça sert à apprendre les différents réglages de l'avion, les différents paramètres moteurs, etc., les inclinaisons. Ça sert à apprendre les circuits d'appontage et les principales erreurs qu'on peut commettre en fait dans l'avion. Je vois qu'on est un petit peu undershoot, donc voilà, diminue un peu le taux de virage. Just wave off, wave off. Ok, power, power, ok, wave off, wave off, wave off. Oh. Ça passe bien? Ouais, je suis avec les poissons. Donc là, j'ai pas fait le travail de l'officier de l'appontage dans le sens où j'ai laissé le pilote travailler jusqu'au bout. Et d'une situation qui était assez facilement récupérable, il s'est retrouvé dans une situation où il a tapé sur la ronde. Cas extrême qui, normalement, n'arrive jamais. Ok. Ok, go. Et tu arrêtes de descendre tant que tu vois pas le mid-ball.
Ok, ne monte pas. Ne monte pas, enlève un peu de moteur. Right. C'est un simulateur, donc forcément c'est pas un avion et il n'y a pas les réactions, les sensations qu'on peut avoir dans un vrai avion. Malgré c'est très représentatif de l'avion, c'est vrai, mais c'est toujours pas l'avion. Après une douzaine de séances d'appontage simulées, les jeunes pilotes pourront enfin se poser sur le George Washington. L'enjeu est de taille, cela fait des années qu'ils attendent ce moment. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est long, mais quand on veut commencer quelque chose et qu'on veut vraiment le faire, les contraintes, on s'en fiche complètement. Elles sont totalement effacées, gommées, et toutes les tracasseries, les débriefings qui se passent mal, les choses comme ça, on oublie vraiment aussitôt, parce qu'une fois qu'on a les ailes accrochées sur la poitrine, ou une fois qu'on a apponté pour la première fois, bah, tout le reste est aussitôt oublié, et ça permet d'y arriver et de faire partie de cette très petite communauté des gens qui vont apponter sur les porte-avions. Après 12 mois d'entraînement, Arnaud et ses élèves découvrent enfin le pont mouvant du George Washington. Quand on arrive sur le pont, ici, il y a, comme on catapulte et on apponte en même temps, il y a beaucoup de gens. Et en plus, ils ont des petits gestes qui sont différents de ceux qu'on fait en France, qui sont plus lents. En France, ils font des bons gestes, des grands gestes. S'il faut aller à droite, ils font un truc comme ça, quoi. Alors là, le gars, il est comme ça. Alors, au début, on se dit, bon, où est-ce qu'il veut que j'aille? Oui, on appelle ici les gens qui travaillent dans la resting gear. Ils ont l'appel la gear dogs. Gear dog, ok. Oui, parce que c'est très difficile, c'est très sale. C'est toujours dans la graisse. Oui, la graisse, exactement. Alors, ils sont les gear dogs. Mais c'est une position que moins que 1500 personnes dans le monde peuvent faire. Alors, c'est très difficile. Le pont d'envol est réellement le centre névralgique du porte-avions. Chacun a sa place, chaque rôle est clairement défini. De jour comme de nuit, par tous les temps, leurs fonctions sont facilement reconnaissables à la couleur de leur veste. Les rouges, ce sont les pompiers de service. Ils s'occupent du sauvetage en cas de crash et des incendies qui peuvent se déclarer sur le pont. Les verts, eux, sont chargés des catapultages et des appontages. Les violets, surnommés les raisins, s'occupent du carburant. Pendant les campagnes de vol, sur le pont, le balai des avions est réglé comme du papier à musique. Toute seconde d'inattention peut être fatale. Ici, les 150 membres d'équipage ont une moyenne d'âge de 19 ans. Depuis la passerelle aviation, l'Airbus surveille le manège incessant des jets. Toutes les 37 secondes, le George Washington peut effectuer 2 catapultages et en même temps faire apponter un avion. La passerelle du commandant, les yeux du porte-avions.
Une tour de contrôle greffée de dizaines d'antennes radar. De ce mirador, le commandant et son équipe surveillent et contrôlent tout. L'activité aérienne, mais aussi la bonne marche du navire. Une forteresse inaccessible à toute personne étrangère au service. Arnaud est venu rendre visite au commandant. En tant que commandant de ce porte-avions, je suis avant tout responsable de la sécurité du bateau et de la sécurité des gens qui sont à bord. Et je veille bien sûr au bon déroulement des missions que l'on peut nous confier. C'est 4 choses à la fois qu'il faut gérer. Les missions aériennes, le catapultage et la récupération des avions et bien sûr la route du bateau. Sur ce navire, on peut techniquement faire apponter un avion complètement en automatique. Et on peut récupérer un avion dans des conditions extrêmes, dans du vrai mauvais temps. Il y a des fois, souvent même, et mes collègues ne diront pas le contraire, où l'on catapulte alors qu'on ne voit pas le bout du pont. À chaque fois que j'arrive sur le porte-avions, que ce soit porte-avions français ou porte-avions américain, c'est la même sensation. Sensation visuelle, sensation olfactive. C'est des trucs, ça sent la rouille, ça sent le kérosène, ça sent les pneus brûlés des avions qui appontent. Ça devient presque une drogue en fait. On a besoin d'y aller, on a besoin de passer du temps sur le porte-avions. Au bout de 15 jours, on a envie de rentrer à la maison parce qu'on en a marre de tourner en rond dans une boîte en fer. Et puis après, dès qu'on est rentré, on a envie d'y retourner parce que c'est une camaraderie, vivre ensemble. Tout ça, ça fait que c'est fascinant. Hey, excuse me. You can help me out. What's the 02421 Lima? Tu vois, 0242. Arnaud se sent toujours un peu chez lui sur les porte-avions. Mais avec ses 10 km de coursive, le George Washington lui pose quelques problèmes. La seule intimité, c'est la cabine quand on y est tout seul. Et sinon, on peut s'isoler, on peut aller sur le pont, on peut aller dans le hangar quand il n'y a personne. Il y a quand même des petits coins, on arrive à trouver des coins sombres et des coins où il y a grosso modo personne, donc on peut être tranquille. Mais c'est vrai que c'est très difficile de s'isoler. L'océan Indien part 65 degrés est, 15 degrés sud. À bord du Foch, Tim est parti pour une longue mission de 4 mois, la dernière du porte-avions. Elle va l'emmener d'un océan à l'autre, de l'Inde à l'Afrique, de l'Amérique du Sud jusqu'aux côtes françaises. J'aime la vie de la marine. C'est un peu difficile, bien sûr, pour la famille. Ça, pour moi, est toujours une petite bataille dans moi-même, mais c'est la mer qui j'aime. Le porte-avions ne se déplace jamais seul. Il a sa garde rapprochée pour lui assurer sa sécurité. Un sous-marin et des frégates veillent sur lui 24 heures sur 24. Tous les 10 jours, un pétrolier ravitailleur fournit carburant, vivres et matériel de rechange. La vie sur le porte-avions est dure,
mais pour moi, j'aime beaucoup des vols, bien sûr, mais plus que ça, j'aime beaucoup les gens qui je travaille avec. C'est une relation que tu as trouvée aucune place dans le monde. Tu dois avoir beaucoup de confiance dans tout l'Ultimec et tout l'Ultimec doit avoir beaucoup de confiance dans moi. Et donc, cette relation entre tous les gens qui travaillent ensemble, ça j'aime beaucoup. En veille, 24 heures sur 24, le porte-avions ne s'endort jamais. Chaque membre d'équipage joue un rôle indispensable. Ils sont 2000, au service d'une quarantaine d'avions et d'une quinzaine de pilotes. À fond de cale, l'accès aux machines ressemble à une descente aux enfers. Au bout d'un enchevêtrement de passerelles et de passages étroits, avec une température avoisinant souvent les 50 degrés et un vacarme assourdissant, se trouve le cœur du bateau. Ici, une seule priorité, la maîtrise de la vitesse. Une dizaine de mécaniciens de quart travaillent au service de ces énormes machines dont la puissance dépasse les 120 000 chevaux. Elles autorisent une vitesse de pointe de plus de 30 nœuds. On travaille pendant 4 heures à la chaleur, il fait chaud, c'est humide, il y a énormément de bruit, on a des casques pendant 4 heures. Effectivement, on ne pourrait pas dire que c'est le club med, mais c'est un boulot qu'on apprend à aimer, on s'habitue, et puis les heures passent, c'est pour nous un travail. Construit dans les années 60, le Foch fonctionne au fioul et toutes ces machines sont encore actionnées par la vapeur. Des compteurs, des manomètres, il y en a pour tous les goûts. Vérifiés et réglés un à un, ils permettent de contrôler parfaitement la vitesse du bateau. La vitesse que l'on réalise ici à la propulsion est extrêmement importante pour la mise en œuvre de l'aviation embarquée, dans la mesure où il faut réaliser un certain vent relatif sur le pont d'envol et que ça s'obtient par un réglage de la vitesse très précis et qu'il nous faut conserver à tout prix pour la sécurité des pilotes. Il y a en fait une perte d'allure et c'est un appontage qui peut être raté ou un catapultage qui échoue et qui peut se solder par la vie du pilote. Le commandant doit aussi adapter en permanence la route du navire au gré des changements de mer, de vent et de météo. Les pilotes de l'aéronautique navale qui sont embarqués sur le porte-avions, ce sont un peu nos protégés. Ils sont notre raison d'être. Ce sont des gens à qui on essaie, comme je vous l'ai dit, de donner les meilleures conditions possibles pour exécuter leur mission. Donc dans ce sens-là, on essaie de faciliter leur travail le plus que l'on peut. Et l'ensemble du bateau, que ce soit le boulanger, que ce soit l'aumônier, que ce soit le moindre l'agent postal, que ce soit le commissaire du bord, que ce soit moi-même, notre attention est tournée vers la mise en œuvre du bateau de façon à faciliter la mission le plus que l'on peut. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'un porte-avions sert à faire voler des avions, alors qu'en fait, un porte-avions c'est une grande ville qui ne s'arrête jamais. Et tout le monde a un rôle à jouer. Et si quelqu'un ne fait pas bien son boulot, toute la machine s'enraille. Et là, il y a des vrais problèmes. Les chiens jaunes, c'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont les vrais chefs du pont. Ils gèrent tous les mouvements d'avion avec des petites maquettes, une méthode qui semble bien archaïque à l'heure de la haute technologie. Retour sur le George Washington. Arnaud suit avec attention les performances de ses élèves, finit les simulateurs, leur premier appontage, enfin. Ici, plus de maquettes ni de tuyaux acoustiques. Radio, vidéo, électronique, informatique ont remplacé ces outils d'un autre âge.
Les instructeurs, chargés de noter les pilotes, sont confortablement installés face à des écrans de contrôle. Ils suivent en direct les appontages. Les installations du George Washington lui permettent d'embarquer près de 80 avions à son bord. Propulsé par 2 réacteurs nucléaires, il peut naviguer pendant 18 ans en complète autonomie. Le George Washington est parfaitement étanche. Il peut résister aux agressions nucléaires. Ici, on vit calfeutré, sans aucune vue sur l'extérieur. Avec à son bord quelques 6000 hommes et femmes, le porte-avions est organisé comme une ville flottante. 2500 locaux et des coursives qui filent se croisent en 1000 carrefours identiques. Dans ces lieux où le soleil ne pénètre jamais, on trouve à peu près tous les commerces et services disponibles à terre. Salon de coiffure, cafétéria, bureau de poste, bibliothèque, blanchisserie. Un semblant de vie normale. Après 3 jours à bord, Arnaud a fini par trouver ses repères et peut faire régulièrement ses achats. Autre service essentiel dans le porte-avions, l'hôpital. Dirigé par le médecin-chef Jackson, l'équipe médicale reçoit 10 000 patients par an, effectue plus de 38 000 examens biologiques et exécute une centaine d'interventions chirurgicales. En fait, tout ce que nous avons dans cet hôpital est technologiquement ce qui se fait de mieux en matière d'informatique médicale. Aussi loin que nous soyons, si nous devons opérer quelqu'un qui a un problème particulier que nos chirurgiens ne connaissent pas, nous établissons une liaison vidéo avec un spécialiste aux États-Unis et celui-ci peut nous guider dans l'opération ou bien contrôler ce que nous faisons. Ceci, bien sûr, si nous n'arrivons pas à évacuer le malade vers la Terre. On a aussi un psychologue à bord. Vous savez, quand on est parti pour 6 mois d'affilée, c'est dur de ne pas voir ses amis et sa famille. Alors, si on n'est pas prêt mentalement, on peut avoir des problèmes. Le plus souvent, les jeunes marins embarquent directement à la sortie de l'école navale pour une durée de 2 ans à bord du George Washington. C'est pour eux un plongeon dans un monde difficile, coupé de tout. Âgés seulement d'une vingtaine d'années, leur enthousiasme est déconcertant. C'est mon premier voyage en mer et pour l'instant j'adore ça. Je ne pense pas que ce sera si dur que ça. Tu fais ton boulot, ça se passe bien et en plus tu as ça devant toi. Au début, tu ne sais pas trop. Tout paraît énorme. Il faut tout apprendre en même temps. Et la nourriture est différente de celle de la maison. Ce bateau est gigantesque, mais quand tu as passé 6 mois dessus, il devient tout petit et les gens sont les uns sur les autres. Parfois, il y a des petites tensions, mais c'est la vie. À bord, des télévisions, on en trouve à peu près partout. Une bonne occasion de décompresser en pensant à toute autre chose. Mais le travail, très présent, n'autorise pas de longues heures de repos et le manque de place à bord limite les activités. À leurs heures perdues, les hangars situés sous le pont se reconvertissent en salle de sport. Dans cet environnement confiné, la présence d'un studio de télévision à bord donne aux marins l'espace de quelques instants l'illusion d'une vie normale.
Bonsoir et bienvenue. Voici les nouvelles du George Washington aujourd'hui. Je suis l'officier Brian Johnson. Attorneys from the Naval Legal Service Office are on board to provide legal assistance with powers of attorney and wills. Appointments are available from 0830. C'est important d'avoir une chaîne de télévision ici car c'est vraiment une ville qui flotte. En plus, les Américains adorent regarder la télé. Ils aiment bien suivre les nouvelles parce que comme ça, ils se sentent un peu moins loin de chez eux. Et ils peuvent parler entre eux des programmes. Et pour moi aussi, c'est un peu différent. Contrairement à la vie d'un journaliste à terre, moi, je vis au milieu d'eux. Ils me voient me promener sur le bateau, ils me parlent de temps en temps. C'est marrant. Avec moi, ils se sentent à la maison et à la fois, ils ont l'impression de côtoyer une star. Arnaud a fini son travail, tous ses élèves ont reçu leur qualification. Avant son départ du George Washington, il rend une dernière visite au commandant. J'ai passé 18 ans dans l'US Navy comme pilote. Certains de mes copains sont des officiers responsables de flottilles de combat et je les revois débarquer régulièrement. D'une façon générale, j'encourage les aviateurs à venir voir les choses d'ici afin de mieux comprendre notre travail et j'espère qu'eux aussi commanderont un bâtiment. Pour Arnaud, son passage sur ce porte-avions sera sans doute l'un des derniers. À 33 ans, sa carrière de pilote et d'instructeur de l'aéronaval touche à sa fin. Une nouvelle vie s'ouvre devant lui, intégrer l'état-major ou rentrer dans le domaine civil. Le Foch vit ses derniers jours. Sa mise à la retraite par la marine va laisser la place au Charles de Gaulle, un porte-avions comparable sur le plan technologique à ceux de l'US Navy. C'est la dernière grande mission du Foch. Je crois que pour l'instant, l'ensemble de l'équipage, et moi le premier, nous sommes pris par notre activité quotidienne. Donc on n'a pas, heureusement, je dirais, le temps de réfléchir trop à ça. Mais au fond chacun au fond de soi, on a un petit pincement là, qui nous dit oui, regardez bien, parce que c'est une des dernières fois où on va faire ça avec ce bateau. Et ce bateau, celui-ci a 36 ans maintenant. Donc ça représente 36 années d'expérience, de labeur acharné, 24 heures sur 24, de l'ensemble du personnel qui s'est succédé sur ce bateau, des milliers de marins qui se sont succédés. Et l'âme du bateau, c'est son équipage. Donc l'énergie que les gens dépensent, que le personnel dépense pour entretenir ce bateau, je crois que ça se ressent un peu dans la tôle du bateau. Et donc, oui, le jour où on mettra la clé sous le paillasson, comme on dit un peu dans notre jargon, ça sera dur. En attendant, les entraînements à bord continuent. La vigilance de Tim est constamment mise à l'épreuve par des simulations de conflits. Alors, on a un convoi de bâtiments avec un chargement de thé en provenance de Ceylan qui devait se rendre à Abu Dhabi. Et ce convoi a été attaqué par des bâtiments. Ok. Depuis sa qualification, Tim fait partie de la flottille du Foch, au même titre que les autres pilotes. En cas d'intervention décidée par les Nations Unies, il devra combattre aux côtés des Français. La guerre, c'est présent dans l'esprit de tous les pilotes. Tu t'entraînes et tu continues à t'entraîner. Mais nous ne faisons pas ça pour rien. C'est pas un rêve pour moi. Mais je m'entraîne à la guerre. C'est mon métier. Je dois l'exercer. Mais la guerre, ce n'est pas quelque chose que je souhaite. C'est une situation un peu étrange, en fait.
tu passes ta vie à t'entraîner et le jour où cela arrive, tu espères que tu vas bien réagir, que tu vas être à la hauteur, que tu vas pas laisser tomber ton pays et surtout que tu vas pas décevoir les gens avec qui tu voles. Après 18 mois passés à Meridian et sur le George Washington, les bébés pilotes sont devenus grands, des vrais pilotes de l'aéronavale. De retour en France, ils seront intégrés à une escadrille embarquée. Pour Arnaud, c'est la relève. Toulon, port d'attache du Foch. Après 4 longs mois d'absence, Tim va enfin retrouver sa femme et son fils. Pendant 18 mois, Arnaud et Tim ont changé de pays, de ville, de maison, d'avion, changé de peau. 18 mois d'échange sans jamais se rencontrer.